Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 21 septembre 2025. J'avais dit la semaine dernière que j'allais enregistrer cette émission et donc, s'il y a des développements qui se sont produits, genre vendredi soir, samedi, je ne peux pas les couvrir dans cette émission-là. J'avais proposé à mes auditeurs, je vous avais proposé un truc entre RFK et une espèce de synthèse de la géopolitique. Avec les événements qui se passent, j'ai préféré faire le web journal sur une synthèse de la géopolitique. On va faire RFK, je vais faire un web journal sur RFK, les vaccins, etc. mercredi, là, dans 3 jours. Et donc, je trouvais ça important de faire. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, cette idée de faire une espèce de synthèse, parce qu'à chaque fois qu'on parle, par exemple, de politique verte, on remarque que les gouvernements sont en train de détruire complètement l'économie, puis ils se fichent complètement des conséquences sur la population. Même chose avec l'immigration, ils font des politiques, ils se fichent complètement des conséquences sur la population, le logement, l'emploi, les salaires, etc., le tissu social. Et donc, si on regarde bien l'ensemble des mesures qui sont prises par les gouvernements dans la zone atlantique depuis quelques décennies, disons qu'ils ont augmenté la température de façon graduelle, mais là, on est clairement dans l'eau chaude, pour utiliser la parabole de la grenouille. Et donc, on s'en rend compte un peu tard, mais on se demande comment ça se fait que les gouvernements prennent des politiques aussi destructrices de la société civile. La totalité, pratiquement la totalité, c'est rare, il y a peut-être une mesure une fois de temps en temps qui dit il faut bien donner un os à la population, mais pratiquement la totalité des mesures qui sont prises par nos gouvernements ne sont pas des volontés qui viennent du peuple et elles sont délétères pour la société civile. Et donc, on se pose la question, pourquoi nos gouvernements, on est censé être dans des démocraties libérales, le summum de comment je pourrais dire, des systèmes politiques où les gens sont les plus heureux, etc. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, un peu comme dans le meilleur des mondes. Là, on nous fait croire qu'on est dans le système politique absolu, alors que finalement, c'est le système politique le plus destructeur de la société civile qui existe. Et donc, il y a une raison pour laquelle, c'est ça, les gens me demandent pourquoi Alexis, pourquoi ferait-il ça? Pourquoi détruirait-il? Ça va contre leurs intérêts. Non, ça ne va pas contre leurs intérêts. Et tout ça, il s'agit d'instaurer, je l'ai expliqué un peu l'été dernier à l'émission En toute franchise avec ma bonne amie Amélie Paul, et aussi sur la chaîne Agouchi, un certain Agouchi qui fait de la géopolitique, avec qui je me suis pris finalement lorsque l'Iran a bombardé Israël la première fois l'été dernier. C'est le tututu, là. Et lui, il pensait que c'était vrai. Mais donc, et là, on s'est bloqué mutuellement. Et j'en ai parlé un petit peu comme ça, mais j'ai jamais fait un web journal où on fait une synthèse de tout ça. Et donc, il y a la force de cet aspect du web journal-ci, en fait, c'est ici, fin de partie, le jeu de la domination mondiale. La force de ça, c'est qu'en peut-être 15 minutes, on va avoir une super synthèse des raisons pour lesquelles nos gouvernements dans l'équipe adverse, jouent contre les peuples. On en a parlé un petit peu avec Mike Benz, on en a parlé pour comment ça se fait que l'OTAN s'est retourné contre les populations, etc. Il y a un projet de gouvernement mondial. JFK nous en a averti. C'est pas nouveau, c'est un projet qui a des décennies derrière lui. Il y a Carol Quigley aussi qui en a parlé dans Tragedy and Hope, le professeur de Princeton qui avait étudié. Il faut connaître un peu ces histoires-là. Carol Quigley qui parlait de cette organisation transnationale mondiale qui visait à instaurer un nouveau système complètement. Et il dit, je suis d'accord pas mal. Carol Quigley disait, j'aurais dû avoir sa photo. Là, j'en ai parlé dans d'autres web journaux. Il disait, je suis pas mal d'accord avec les objectifs du nouvel ordre mondial. C'est juste que je déplore seulement qu'on fasse ça dans le dos de la population. Le truc, c'est qu'on est obligé de faire ça dans le dos de la population parce que les populations, les peuples ne consentiraient jamais au sacrifice nécessaire pour en arriver là. Et on va voir pourquoi ils ne consentiraient pas. Et pourquoi, et donc, étant donné que les peuples ne donnent pas leur consentement à ce genre de... Pourquoi il faut utiliser des moyens détournés et affaiblir et détruire la société civile pour y arriver. Et donc, on a cette super synthèse dans ce web journal-ci. C'est un web journal full complotiste, aux grandes dames de certains, mais les autres célèbrent avec du popcorn et du champagne. Mais
Donc, mais en premier, on va revenir, avant de passer à ça, c'est une synthèse. Donc, il y a des éléments que vous allez probablement avoir déjà vus, mais je fais ça de façon structurée. Des fois, c'est, on pourrait dire, la force de Radio-Québec d'offrir des super synthèses. On parle de trucs, souvent, on les place dans les web journaux en détail. On parle du climat en détail, on parle de l'immigration en détail, on parle, mais l'espèce de synthèse, comment tout ça s'articule dans un nouvel ordre mondial, bien ça, on le fait rarement, et puis là, on le fait aujourd'hui. Mais il y a eu des développements absolument immenses cette semaine au sujet de l'assassinat de Charlie Kirk. Allons-y avec l'assassinat de Charlie Kirk. Quelle que soit la thèse que vous privilégiez. On avait parlé la semaine dernière des trois possibilités, le loup solitaire, le tireur isolé issu de l'extrême gauche radicalisé, les patriotes qui cachent, qui font un truc avec Charlie Kirk pour le retirer de la sphère publique, et aussi Israël. Puis là, on disait finalement Israël, cui bono, il y avait comme pas mal de cui bono pour Israël parce que Charlie Kirk était en train de changer son fusil d'épaule. Lui qui a été élevé comme un vrai judéo-chrétien qui respectait le sabbat, etc., il était en train de faire... Il avait fait un 180 degrés et il devenait une persona non grata pour Israël. Et on pourrait dire, si la théorie numéro 2 était validée, c'est-à-dire il semble bien y avoir... ça semble bien être démontré que les patriotes s'attendaient à quelque chose... Le 10 septembre, il y a comme, on le voit, ça a été, à travers les communications, on voit qu'ils s'attendaient à quelque chose, mais on pourrait dire que si cette deuxième thèse était avérée, encore une fois, les gens posent la question, pourquoi Charlie Kirk? C'est peut-être parce que, sachant qu'il allait être en grand danger dans les mois à venir, on peut le retirer de la circulation publique au lieu de le laisser s'exposer et de continuer dans le danger. C'est aussi une des théories sur JFK Jr., c'est-à-dire qu'il se présentait contre Hillary Clinton en 2000, et là, il était en grand danger, on veut le retirer de la circulation publique. Si on est dans ces théories fumeuses-là, ça a du sens, c'est-à-dire... Mais je ne pense pas, encore une fois, pour revenir mettre le point là-dessus la semaine dernière, je ne pense pas qu'Israël est derrière le tireur. C'est une stratégie très, très, très... une mauvaise stratégie, tu en fais un martyr, etc., alors que si tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu t'arranges pour le faire mourir d'un empoisonnement, une bactérie, un cancer comme Bernard Lachance, ou un accident de voiture, il avait pris le vaccin, tu veux certainement pas utiliser une carabine comme ça et en faire un martyr et finalement que tous les doigts se pointent vers toi. Et c'est donc ça qui se passe cette semaine, c'est-à-dire que là, il y a Tucker Carlson, encore une fois, la branche MAGA qui commence à se pointer du doigt Israël, et c'est quand même, est-ce que c'est réellement justifié ou c'est juste une opération de... encore une fois, de America First, comme tu sais, back off, là, reculer Israël, arrêter d'essayer de contrôler les États-Unis, une espèce de volonté d'indépendance des États-Unis. J'ai failli appeler ce web journal-ci la désisraélisation des États-Unis, parce que c'est ça finalement le mouvement MAGA. Le mouvement MAGA, si on comprend bien America First, c'est pas Israel First, c'est America First. Et j'en avais parlé lorsque Tucker Carlson avait fait l'entrevue avec Ted Cruz. J'avais dit que c'était probablement arrangé avec le gars des vues parce que Ted Cruz qui représentait l'aile Israel First, et il s'est fait complètement démolir par Tucker Carlson. J'avais expliqué de quelle façon Ted Cruz lui-même était contrôlé par Trump. Il avait dû abandonner la primaire en 2016 contre Trump, la primaire républicaine, parce que Trump avait commencé à couler de l'information sur l'implication de son père dans le meurtre de JFK. Là, il avait tout de suite reculé en disant « OK, Et Trump avait gagné l'investiture comme ça. Mais là, et donc, il semble ne pas être un agent de Trump, mais finalement, c'est un agent de Trump. Je vais tout expliquer ça. Et là, cet allié de Trump, qui n'en est pas un, mais qui en est un pour de vrai, va chez Tucker Carlson, fait un show où le truc Israel First paraît complètement ridicule. Et là, j'avais expliqué à ce moment, c'était comme de la pédagogie America First pour finalement comme j'ai le mot en anglais, disentangle, mais c'est comme découpler les États-Unis d'Israël, etc. Et là, ce qu'on voit cette semaine avec Charlie Kirk, c'est cette opération, cette offensive de la part de beaucoup de personnes, Candace Owen, Tucker Carlson, Ron Paul, qui en a parlé,
et Mike Flynn aussi. Et donc, en général, quand Mike Flynn met un petit peu saupoudre, pointe du doigt quelque chose, des fois, Mike Flynn fait de la désinformation aussi, il lance des fausses pistes, etc. Mais dans ce cas-ci, il pointe encore une fois Israël. Il n'y a pas aucune raison de réellement faire ça. Et donc, cette semaine, c'est ça que j'ai senti. Il y a eu cette gigantesque offensive contre le lobby sioniste aux États-Unis de la part du mouvement MAGA. Le mouvement MAGA a sorti ses gros canons contre le lobby sioniste. À titre d'exemple, je vous montre ici, comme par exemple le clip, le tweet de Mike Flynn, ça c'était mardi. Mike Flynn, this is a timeline set in statement to have been part of any serious investigation. Donc, il retweet, il dit ça, ce qui vient d'être énoncé en bas ici, il pointe à un tweet, il dit ce qui est énoncé en bas ici devrait faire partie de n'importe quelle investigation. Et là, il réfère à un tweet de Jackson Hinkle, qui est quelqu'un de très, très, très anti-israélien, et même critique à l'égard de Trump. Hinkle, si on veut des vidéos, par exemple, si vous voulez des vidéos comme sur la guerre à Gaza, dévastateur pour Israël, vous allez sur le site, sur le compte de Hinkle, puis il en republie beaucoup. Donc, mais là, et Flynn le republie. Hein, il l'amplifie, comme on dit. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute la ligne du temps de Charlie Kirk qui est formaté comme un judéo chrétien, et puis finalement qui devient complètement MAGA, anti-intervention US, etc., qui retourne complètement sa veste sur Israël. Et là, il fait la liste de ça, et c'est ça que Mike Flynn retweet. C'est pour ça que je dis que c'est majeur, et qu'on est réellement, comme je l'explique depuis quelque temps, dans une opération de découplage entre le lobby Israël. Hein, le problème a été posé par Mersheimer, le lobby israélien et la politique étrangère américaine. Ça, c'est Mersheimer et Waltz, ça avait déjà une sommité en relations internationales que j'ai moi-même étudié à l'université, et qui est étudié, par exemple, à West Point, dans les collèges militaires, etc. Réellement, pas comme Charles-Philippe David, là. Et donc, vous voyez, ça, il dit, donc, il a été préparé par Israël alors qu'il était adolescent. Il était le plus grand loyaliste non-juif d'Israël. Il commence à critiquer légèrement Israël. Il dit qu'Epstein faisait partie du Mossad. Il dit non à la guerre contre l'Iran au nom d'Israël. Il fait pression sur Trump contre la guerre en Iran. Et puis là, c'est une liste. Il est devenu dégoûté par Netanyahou. Il a laissé les antisionistes s'exprimer lors de ces événements. C'est une liste de Jackson Hinkle fait la liste complète de la ligne du temps du renversement de Charlie Kirk, et c'est ça qui est republié par Mike Flynn, et voilà. Donc, on est encore, comme je dis, c'est ça, le camp MAGA utilise des moyens indirects pour arriver à ses fins. Tu ne peux pas juste arriver et dire fuck off le lobby israélien, ça se fait, il n'y a personne qui va comprendre. Et donc, ça prend des événements comme ça, que ce soit, que Charlie Kirk ait été assassiné ou non, quelle que soit la thèse que vous privilégiez, c'est pas important. Ce qui est important de comprendre, c'est que les patriotes se servent de cet événement-là pour continuer le travail de découplement de la politique américaine des intérêts d'Israël dans une logique de America First. OK? Aux grandes dames de Pierre Hilard et toute cette gang de personnes qui disent que... Mais c'est ça qu'on voit dans la base MAGA, les plus grosses... J'avais expliqué la semaine dernière, par exemple. Je donne encore ces exemples-là parce que c'est des personnes bien en vue, mais c'est très largement partagé, là, plein de comptes Twitter et tout, tu sais, de Mike Gates, de Steve Bannon, de Marjorie Taylor Greene, etc., etc. Vous voyez... le mouvement, au cœur du mouvement MAGA, ça c'est le Devoir, le journal Le Devoir, incursion en terre MAGA dans le comté de Marjorie Taylor Greene. Le cœur du mouvement MAGA est pour une politique America First, et puis laisser Israël se débarrasser tout seul, pas se débarrasser, mais se débrouiller tout seul, donc avec un Moyen-Orient apaisé, et puis laissez-nous tranquilles. C'est ce que j'explique depuis. Et évidemment, le lobby israélien ne veut pas ça, et a tenté de renverser Charlie Kirk. Ils ont fait énormément de pression, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je veux parler aussi de l'option Janus chez les MAGA, c'est-à-dire le double visage. Le mouvement MAGA est comme Janus, le dieu romain Janus. Il y a deux visages. Il y a un visage où Trump est comme pro-israélien, le meilleur ami des Juifs, etc.,
Et puis, rappelez-vous quand il disait qu'Israël a perdu le Congrès, là. Donc, comment ça se fait? C'est inconcevable qu'Israël ait perdu le contrôle du Congrès. Mais d'un autre côté, tu as le visage de Trump et tu as le visage de la base MAGA qui fait exactement le contraire. Et donc, ça s'inscrit aussi dans la stratégie de l'anti-dictateur. Tu sais, je suis un gentil. Sur tous les sujets, je suis un gentil, mais ma base informe le mouvement MAGA, etc. Donc, il y a le visage officiel de Trump qui est comme impassible, puis il y a sa base qui milite dans le sens inverse. On va aller voir, j'ai un petit segment sur Janus pour vous donner l'exemple. Allons-y tout de suite. Et donc, par exemple, juste comme 30 secondes, sur des dossiers comme le Obamagate, vous voyez, comme Trump qui dit, genre, tu sais, qui fait rigoler Obama, ou qui dit, je voulais mettre Hillary en prison, mais finalement, j'ai changé d'avis, ça n'aurait pas été bon pour le pays. Il dit ça devant les médias. Et puis, par la suite, les documents sortent sur Obama. J'en ai parlé dans un web journal récemment. Et il sort, presque quelques semaines après, il ressort une vidéo où Obama se fait arrêter, les tweets où Obama est en prison, etc. Donc, on voit qu'il y a deux visages. Il y a le visage devant les médias, puis le visage sur Internet. Même chose avec les vaccins. Warp Speed, c'est la meilleure chose qui s'est possible et imaginable. Mais là, toute la base de Steve Bannon à Mike Flynn, à Marjorie Taylor Greene, à Robert Navarro, etc., disent non, les vaccins, c'est pas bon, c'est des poisons, y compris RFK, etc. Et Trump aussi qui tweet, par exemple, they're all poison. Ça, c'est il y a 2 semaines. Là, ils disent ce sont tous des poisons, ceux qui ont du timérasol dedans, là. Mais, et donc, vous voyez, il y a comme cette espèce de double visage où est-ce que Trump doit être comme présidentiel d'un bord, mais d'un autre côté, informer sa base. Parce que toute sa base, je l'ai expliqué dans le web journal sur Warp Speed, toute sa base a été informée de ne pas prendre le vaccin, que c'est dangereux, etc. Puis ils ne sont pas testés et tout. Donc, ils ont eu les informations, mais Trump doit garder le visage public devant tout le monde. Donc, c'est comme une espèce de Janus. Même chose avec le lobby israélien. On voit Trump qui serre la main de Netanyahu, etc. Alors que toute sa base, finalement, essaie de découpler la base MAGA. Le principe même d'America First, c'est le découplement de la politique américaine, étrangère américaine, des intérêts d'Israël. Même chose avec la liste d'Epstein. Trump qui dit non, ne publiez pas cette fake list, ne la publiez pas surtout. Mais par ailleurs, tu as tout le mouvement MAGA qui pousse, y compris Mike Flynn qui dit Monsieur le Président, cette histoire ne s'en ira nulle part. Tu sais. Flynn qui pousse pour la publication de la liste d'Epstein, tout le mouvement MAGA qui pousse pour la libération, pas la libération, mais la publication de la liste d'Epstein, Elon Musk, etc. Trump qui dit it's fake. Fait que donc, il y a encore une fois cette espèce de double visage, une stratégie en 2 temps. Ça, il faut rentrer ça peut-être dans le code Trump. Je pense que j'en avais parlé un peu dans le code Trump. Voilà, mais et c'est la même chose avec Charlie Kirk, donc Trump qui reste l'ami officiel d'Israël, mais finalement tout le mouvement MAGA qui découple. Et là, avec la mort de Charlie Kirk, on a plusieurs interventions, Ron Paul, Candace Owens, Tucker Carlson, qui sont tous allés dans le même sens, c'est-à-dire Ron Paul a dit, si vous voulez, en passant, Ron Paul, il était candidat à la présidentielle en 2004, je pense, et pour la primaire républicaine, et il y a un documentaire, comment je peux dire, essentiel, fondamental pour comprendre le travail de SAP des médias. Il faut bien connaître l'anglais parce que ça se passe vite, là. Mais c'est celui-là ici, How Ron Paul Was Cheated Out of the Presidency. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous conseille la version à 26 minutes. C'est 26 minutes des médias. Par exemple, Ron Paul arrive premier à quelque part ou deuxième. Et là, les médias disent les 3 têtes de liste sont 1-1-1 sauf Ron Paul. Ils font carrément disparaître. Indépendamment de où il arrive deuxième dans les sondages. On fait disparaître sa photo, des trucs, tous les coups fourrés des médias pour le faire disparaître parce que lui voulait auditer la Réserve fédérale, voulait comme arrêter les guerres, un peu comme sur l'agenda de Donald Trump, etc. Donc, ils l'ont fait disparaître. C'est un documentaire essentiel pour comprendre la manipulation médiatique. Ça devrait être enseigné dans toutes les hosties de cours de journalisme. Tu sais, si on peut... Pierre-Hugues Roy nous écoute, le professeur de journalisme à l'UQAM, le journalisme à l'UQAM. Et donc, ce que Ron Paul dit, il dit que, bon, je ne vais pas faire jouer les clips parce que je ne les ai pas traduits, puis ça va être long. Il faut écouter tout le propos. Je vous en fais le résumé, puis je les publierai sur ma plateforme Telegram. Donc, il dit que, essentiellement, mais ils disent tous un peu la même chose. Il disait que
Kirk déviait du militarisme néoconservateur. Il ne mentionne jamais Israël, mais on sait qu'avec les néoconservateurs, il y a énormément de binationaux là-dedans. C'est un petit peu la chasse gardée des binationaux. À part John Bolton, c'était presque tous des binationaux américano-israéliens dans les néoconservateurs. Il dit donc qu'il déviait du militarisme et de l'interventionnisme néoconservateur. Il s'est embarqué sur une politique de America First et qu'il a été assassiné par des forces puissantes qui ne pouvaient tolérer ce changement de cap de la part de Kirk. Les mêmes qui sont des ennemis de la paix, il a dit les mêmes qui ont assassiné JFK et Jean-Martin Luther King, etc., etc. Donc, c'est une sortie très, très, très forte de Ron Paul. Il y a Candace Owens qui a fait une émission pratiquement entière sur Charlie Kirk. Je vous la conseille. Vous devez aller sur Twitter écouter ça. Donc, elle dit que Charlie Kirk, alors que Charlie Kirk changeait ses positions sur plein de dossiers, sur Israël, la guerre à Gaza, etc., etc. Donc, il dit que finalement, les financiers ont commencé à se retirer. Les financiers, parce que lui, c'était une organisation à but non lucratif. Hein, Turning Point, c'est une organisation à but non lucratif et il était financé par beaucoup d'américano-israéliens. On pourrait dire le lobby sioniste. C'est des gens qui vous invitent en voyage puis qui vous donnent de l'argent. Ils ont fait la même chose avec Charlie Kirk qu'ils font avec les politiciens. Ils étaient massivement subventionnés par le lobby israélien. Et là, le lobby israélien a commencé à retirer les fonds de Charlie Kirk. Ils lui ont, les milliardaires lui ont imposé une rencontre là, dans les Hamptons où là, on dit, c'est quoi qui se passe avec ta position, etc. Ça va aller mal si tu continues, etc., etc. Et il y a même Netanyahou qui lui a offert un voyage en Israël il y a quelques mois. Là. Un voyage en Israël, c'est le genre de c'est un petit peu pour remettre les pendules à l'heure, on s'entend. Et donc, Charlie Kirk a refusé l'offre de Netanyahou. Netanyahou, quand il a fait sa visite l'été dernier aux États-Unis, a fait une tournée de podcasts, mais n'a pas été sur le podcast de Charlie Kirk. Et donc, finalement, c'est ça, Tucker Carlson dit perte de donateurs américano-israéliens. Ils ont demandé à ce que leur nom soit retiré de certains endroits. Il disait qu'il y avait une pression constante sur Charlie. Et Charlie Kirk a même dit en entrevue avec Megyn Kelly que ce qui était en train de se produire, c'était du character assassination, un assassinat social. Ce que les médias vous font, ils vous font une tête puis vous disent conspirationniste. Il disait que Charlie était une mauvaise personne. Il avait retourné sa veste, qu'il était rendu antisémite parce qu'il avait donné la parole à Tucker Carlson dans une de ses émissions. Et donc, mais Charlie Kirk n'a pas bougé ni modifié ses positions malgré toutes les pressions et les incitations. Et c'est dans ce sens-là que Candace Owens et Tucker Carlson prennent sa défense aujourd'hui. Et donc, l'enjeu pour Israël, comme je l'ai expliqué, était énorme après avoir perdu le Congrès. Ils voient bien que les États-Unis sont en train de se découpler et pour eux, c'est la perte de milliards, la perte potentielle de milliards et de milliards, de dizaines de milliards de dollars en investissement, parce que vous comprenez, c'est quoi l'arnaque? C'est-à-dire que tu donnes, à travers l'IPAC et d'autres PAC, là, des Political Action Committee, tu finances des congressistes. Et après, ces congressistes, mettons, tu donnes comme 100 millions à des congressistes, puis après, ce qui se passe, c'est que les congressistes vont voter des budgets de 10, 15, 20 milliards d'aides à Israël, ou 5, 6, 7 milliards d'aides à Israël. Fait que pour 100 millions d'investissements dans les politiciens, tu reçois comme des milliards en aide, ainsi que l'appui américain à l'ONU, etc., etc. Et c'est ça qui est en train de disparaître avec America First. Et ça énerve beaucoup, beaucoup les Israéliens, à juste titre. Si j'étais eux, j'essaierais de, je veux dire, dans leur perspective, en tout cas, c'est catastrophique. Voilà. Donc, ça c'est énorme. Encore une fois, c'est un autre volume de la désisraélisation de la politique étrangère américaine. Après les affirmations de Trump sur le Congrès, eh bien là, on rentre justement dans... c'est la base MAGA qui se détourne de plus en plus. Ça se fait tranquillement, ça se fait par des moyens indirects, ça se fait par une guerre de l'information, ça se fait pas de façon directe en coupant les ponts directement comme certains voudraient
Tu sais, là, il faudrait genre qu'il casse du juif, là. C'est pas comme ça. Tu veux toujours rester comme officiellement l'ami d'Israël. Il a reconnu Jérusalem, etc. Mais d'un autre côté, c'est comme arrangez-vous avec vos affaires. Contrairement à, par exemple, je pourrais te donner des exemples, ça, c'est des moyens indirects, alors que la stratégie chez le camp d'en face, c'est un petit peu comme, je l'ai expliqué, les Français à la bataille de Crécy ou à la bataille de Zincourt, où est-ce que la cavalerie française, la fine fleur du royaume, a chargé sur les archers anglais, ils se sont retrouvés dans la boue, morts avec des flèches. Donc, c'est moyens directs versus moyens indirects. On est à l'époque des moyens indirects, à la guerre de l'information et de l'assassinat social, etc., beaucoup plus que par les balles. Et Trump, ils ont bien compris ça, c'est-à-dire que si on veut se débarrasser de l'emprise d'Israël, tel qu'expliqué par Mersheimer, etc., qui est vérifié, il y a une chroniqueuse de Radio-Canada qui s'est faite renvoyer parce qu'elle a dit que les Juifs contrôlent Hollywood, etc. C'est peut-être dans la formulation, là. Elle a peut-être été malhabile dans la formulation, mais il y a comme... si tu regardes le financement des partis, c'est pas caché, le financement est public. Elle dit des réalités qui sont facilement, publiquement vérifiables, mais c'est peut-être dans la formulation. Et donc, si tu ne veux pas te retrouver comme cette chroniqueuse de Radio-Canada qui a perdu son travail parce qu'elle a pointé du doigt les Israélo-Américains, appelons-les comme ça, il faut que tu utilises des moyens directs parce qu'il y a une guerre de perception et tout ça et tout ça. Voilà, donc, soyons habiles, mais l'objectif, c'est la paix pour tout le monde, y compris le camp d'en face. Donc, ça, c'est pour l'assassinat de Charlie Kirk. C'est des développements majeurs, surtout que, comme je le dis, Mike Flynn a mis son poids sur la balance. Rappelez-vous le tweet du dernier Web Journal où est-ce qu'il disait s'il était avéré qu'une puissance étrangère était derrière l'assassinat de Charlie Kirk, eh bien, il y aurait des conséquences incroyables. Et là, je l'avais montré dans le cadre de l'aspect Israël, mais encore une fois, je répète, si Israël ne peut pratiquement pas être derrière cette tentative d'assassinat-là, parce que c'est pas comme ça qu'on tue quelqu'un, c'est pas comme ça que le Mossad tue quelqu'un. C'est beaucoup trop flagrant, puis ça, comme on le voit maintenant, pouf, t'en fais un martyr et ça se retourne contre toi. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus subtils que ça. Voilà, donc finalement, fin de partie, jeu de domination mondiale. Comme le disais, je l'ai montré à plusieurs reprises, le clip de JFK qui parle de mouvement révolutionnaire mondial qui coopte, qui prend le contrôle des institutions. C'est comme de la vigne, hein, ça monte jusqu'au sommet et ça prend le contrôle des institutions. Il s'agit d'une opération avec de vastes moyens militaires, diplomatiques, scientifiques, économiques, etc., visant à instaurer un nouvel ordre mondial, une nouvelle façon de faire les choses en relations internationales. Et donc, pour ça, il y a des étapes pour y arriver. Et c'est un peu comme le projet Manhattan. Pourquoi c'est difficile d'en parler? Parce que c'est compartimentalisé, c'est-à-dire que c'est juste, il y a comme des échelons à ça. Et donc, la personne qui est, par exemple, sur une université, à qui le doyen d'une faculté à qui on demande d'appliquer des politiques woke ou d'instaurer un cursus, un curriculum woke en sociologie sur son campus, comprend pas nécessairement la totalité de l'opération. C'est comme le projet Manhattan. Tout le monde n'était au courant que de ce dont il avait besoin pour finir son travail. Et c'est comme ça aussi. Si c'est comme ça pour le projet Manhattan, c'est également comme ça aussi si tu veux une prise de domination, une prise de contrôle mondial. Et la prise de contrôle mondial, les médias vont dire que c'est Trudel conspirationniste, etc. Mais c'est quelque chose qui a existé de tout temps, que ce soit Alexandre le Grand, il voulait comme avoir un monde unifié. Gengis Khan, que tu parles de je sais pas, comme Hitler, Staline, il y a toujours eu cette espèce de projet de domination mondiale chez l'humain. Hein? Je pense qu'il y a même chez Kant, chez le philosophe Kant, que cette espèce de la paix perpétuelle et puis ce genre de trucs-là. Chez les Jacobins aussi, il y a ça. Il y a ça dans la franc-maçonnerie, il y a ça dans plusieurs... oui, il y a ça dans la franc-maçonnerie. Cette espèce de « nous sommes tous, l'humanité est comme tous des frères, nous devons être unifiés ». Il y a ça sur le dollar américain. On voit ça dans beaucoup de films. Il y a George Bush qui a annoncé le nouvel ordre mondial. Il y a Israël aussi qui a une composante de ça, où est-ce que, par exemple, Jacques Attali disait « je verrais bien Jérusalem comme la capitale d'un monde unifié ». Eh bien, oui, OK, on comprend ce que tu veux dire. Il y a la filière de l'OTAN aussi,
oui, on comprend que l'OTAN, j'ai expliqué, c'est ce que j'ai expliqué, et les moyens d'y arriver, c'est des trucs comme l'ONU, où est-ce que l'ONU, c'est pas juste un truc diplomatique, mais c'est pour graduellement amener toutes les personnes vers un programme unique. L'UNESCO, c'est ça, c'est-à-dire un système d'éducation unique dans le monde, par-delà les traditions scientifiques, où est-ce que, tu sais, le formatage des individus partout sur la planète, il faut lire, en fait, sur l'UNESCO, il faut lire le programme de l'UNESCO de Julian Huxley, qui est le frère de Aldous Huxley. Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes. Julian Huxley, c'est son frère, il a écrit le programme de l'UNESCO. Moi, j'ai lu ça, et tu lis ça, il y a plein d'endroits là-dedans, où est-ce qu'on dit on va standardiser l'éducation partout dans le monde et laisser faire les savoirs traditionnels et aller vers un savoir scientifique contrôlable. Et donc, le projet d'unification du monde est partout présent. Et là, si on veut y arriver, il y a un certain nombre d'étapes pour y arriver. Il y a des films qui sont très, très, très intéressants sur le sujet. Par exemple, Elysium, où est-ce qu'on voit, par exemple, les élites, tu sais, quand on voit la tête de la pyramide décoller là, sur le dollar US, ben, sur Elysium, tu vois ça, c'est un ring world, là, comme dans Halo, une station spatiale orbitale où tu as toutes les élites qui vivent, et sur Terre, c'est des conditions misérables. Donc, c'est une forme de nouvel ordre mondial, là. Il y a Blade Runner, où est-ce qu'on voit les corporations contrôler l'humain. Parce que et on s'en va vers ça avec le brevetage de l'ADN. Il y a des tentatives de ça, de breveter. Par exemple, tu fais une modification sur l'ADN, tes scientifiques de ta compagnie là, trouvent une modification génétique, puis là, tu brevettes le gène. Et donc, le brevetage de gènes qui mène au brevetage et là, quand tu produis des humains avec des gènes brevetés, les humains t'appartiennent, et donc tu peux créer ta propre force de travail. C'est ça l'avenir. C'est pas d'avoir des immigrants qui rentrent comme du tiers-monde puis qui veulent comme travailler à bas prix. C'est pas ça. L'enjeu, c'est de générer la compagnie, les grosses compagnies, là, les méga corps. Dans 15-20 ans, après, comme plusieurs fusions, vont avoir des embryons artificiels. On s'en va vers ça. Ça a l'air d'être de la science-fiction, ce que je dis, mais tout pointe vers ça. Et puis, c'était en train de se faire si on n'aurait pas arrêté ça, si on n'avait pas arrêté ça. Avec l'utérus artificiel, j'ai montré plein de coupures de journaux où c'est en train de se faire, l'utérus artificiel. Encore une fois, je pense que la semaine dernière, les Chinois ont un truc avec l'utérus artificiel. Et donc, breveter, créer tes super soldats, breveter les gènes de tes employés, etc. Donc, ça, c'est ce qui est décrit dans Blade Runner. Il y a l'espèce de reset de l'humanité qu'on voit dans Prométhée. Hein, l'humanité qui est dans la trame de fond de ce film-là, ce sont tous d'excellents films, là. La trame de fond de Prométhée, c'est que l'humanité est partie de travers il y a 2000 ans, probablement avec Jésus-Christ, là, selon Prométhée. L'humanité, elle est dans une direction, elle est partie de travers il y a 2000 ans, et là, les extraterrestres sont venus faire un reset, c'est-à-dire détruire toute l'humanité pour faire un reset, parce que c'est eux qui sont les créateurs de l'humanité. Et des films aussi comme Le Passeur, où est-ce qu'on efface la mémoire, où est-ce qu'on crée un nouvel être humain qui n'a pas aucun lien avec le passé, avec les émotions, la mémoire et tout ça. Il y a beaucoup de films, mais tout ça pour dire que des livres comme 1984, Le meilleur des mondes, rappelez-vous les Georgia Guidestones, où est-ce qu'on dit qu'il faut garder l'humanité en bas de 500 000 personnes, et etc., etc. Et toutes les institutions comme le Forum économique mondial, la Open Society, tous les mouvements vers la technocratie, le développement durable, etc., qui ça a l'air d'être louangeable, les objectifs du développement durable. Moi, je lis ça comme ça, je dis « Oh, wow! Hey! C'est le pactole, on s'en va vers une meilleure humanité. » Puis là, finalement, tu regardes qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est les drag queens dans les écoles, etc. Fuck off, là, tu sais, c'est comme... C'est comme ça, c'est-à-dire ils te font croire comme une espèce de santé pour tous. Oui, c'est comme avec des vaccins dans chaque bras, avec des boosters à toutes les années, etc. Oui, c'est de la super santé. Et donc, mais tout ça, c'est une trope de l'humanité, la trope vers l'unification du monde et un contrôle total sur l'humanité. Le problème, c'est qu'on est dans la zone atlantique, là, c'est-à-dire la zone contrôlée par l'OTAN, on pourrait dire, là. Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, alors que nos pays sont des démocraties libérales. Comment en arriver à un nouvel ordre mondial? Tu peux pas... L'obstacle principal
au nouvel ordre mondial, c'est la démocratie, les démocraties libérales, la liberté de penser, etc., de dire non. Et c'est ce qui pose le principal problème pour les élites qui essaient de nous amener vers une technocratie de style nouvel ordre mondial. Et donc, comment imposer ce nouvel ordre mondial à l'ensemble de l'humanité? Il y a deux problèmes. Donc, le premier problème, c'est qu'on vit dans des démocraties où il y a la liberté d'expression et on peut débattre des choses et dire non. Ça, c'est totalement antithétique de tout ça ici. Ça va à l'encontre de tout ça. Les humains vont dire non. Généralement, les gens sont... Le fond est conservateur. Là. Chez les gens ordinaires, le fond est conservateur parce que les gens n'aiment pas vraiment le changement. Puis on le voit avec l'IA, il y a eu, au début, il y a eu beaucoup de réticence et puis les gens sont réfractaires au changement. Les gens veulent vivre normalement avec leurs petites habitudes, etc. Puis quand tu leur proposes des gros changements, par exemple, quand les guichets automatiques sont arrivés, il y a eu beaucoup de résistance et les gens sont généralement, et c'est ce qui est problématique pour toutes les politiques vertes, etc. Les gens ne veulent pas changer leurs habitudes parce que les gens sont comme... Il y a une inertie à la population qui est salvatrice. On dit que les gens sont lourds un peu puis ils ne comprennent pas. Oui, mais il y a aussi cet aspect-là est aussi bénéfique parce qu'il y a de l'inertie et les gens ne bougent pas rapidement. Ils ne sont pas genre, ah oui, sautons à pieds joints dans la nouvelle, le nouveau gadget ou le nouveau... peut-être pas le nouveau gadget, les gens aiment la technologie, mais la nouvelle propagande, le nouveau... si ça change des habitudes. Et donc, essayer de faire ça de façon synthétique, là. Le problème, c'est la démocratie libérale avec la liberté d'expression et tout. Et l'autre problème, c'est d'imposer ça au reste de l'humanité. Donc, si tu es une élite dans la zone atlantique, par exemple du Atlantic Council, puis tu fais partie de plusieurs think tanks, tu es un ancien directeur de la CIA, tu connais tous les programmes secrets, puis avec tes amis, tu te rencontres au groupe Bilderberg, et puis etc., ou dans des bases souterraines et tout, puis tu veux, ton projet, c'est un projet de domination mondiale. Tes principaux obstacles sont la population qui est lourde puis qui ne va pas y aller et les adversaires comme la Russie, la Chine, etc. Donc, pour te défaire, mais l'objectif est le même parce que tu te dis, c'est un peu le dilemme du prisonnier. Tu te dis, la Russie veut la même chose, domination mondiale, puis la Chine veut la même. Il y a cette espèce de course, mais ça a toujours été comme ça, hein, depuis le début de l'humanité. Cette espèce de course à qui va dominer, qui va imposer son agenda aux autres, qui va imposer sa langue ou sa culture et ses valeurs aux autres. Hein, et donc, si tu ne veux pas être laissé pour compte, tu dois comme être dans la course. Et donc, c'est la façon dont résonnent les réseaux atlantistes. Donc, la domination mondiale, selon la perspective des réseaux atlantistes, on doit se débarrasser de la Russie et de la Chine. Éventuellement, là, c'est comme une espèce de saine compétition. Mais on a vu ce qu'ils ont fait avec Poutine au cours des 15 dernières années. Diabolisation, sanctions, encerclement, etc. L'encerclement de l'OTAN, c'était pas pour genre jouer à la marelle. L'encerclement de l'OTAN, c'était dans une perspective de Troisième Guerre mondiale. Tout encerclé, puis la même chose avec la Chine dans le Pacifique. C'est dans une perspective de conflit. Éventuellement, il va y avoir un noyau qui va déclencher le conflit, et comme en Ukraine. Et quand le conflit sera consommé, eh bien là, on aura des bases partout, puis on pourra faire des opérations contre la Russie, etc. Et tant pis s'il y a une guerre nucléaire. Le problème, c'est que la population ne suivra pas. Comme la guerre du Vietnam, la population, dès qu'il y a des pertes, c'est ce que j'expliquais l'été dernier, l'émission de mon ami Amélie Paul, dès que la population ne veut pas se priver, quand on envoie tout l'argent en Ukraine, puis on ne peut pas prendre notre douche, il faut prendre une douche à l'eau froide, et puis qu'on se fait augmenter les taxes, et puis la population ne suit pas les restrictions. Ça va au début un peu, là, on se serre la ceinture pendant quelques mois, peut-être un an, puis après ça commence à être lourd et la population ne suit pas. C'est ce qui s'est passé avec le Vietnam. Les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam à cause du consentement de la population qui n'était plus là. Et la question dans une guerre de domination, quelque conflit que ce soit, c'est le consentement de la population. C'est aussi le problème dans une guerre de 5e génération dans laquelle on est présentement. C'est ce que j'expliquais en 2020. Le problème, c'est le nœud du problème pour le gouvernement, c'est le consentement de la population. C'est pour ça que les médias sont là. Si la population ne donne plus son consentement, on a quelque chose comme la révolution islandaise. Les gens comme donnent leurs 4% aux politiciens et puis, ou comme ce qui s'est passé la semaine dernière en Angleterre.
La population se lève et c'est ce que les mondialistes redoutent, que les populations se réveillent, que les populations se lèvent. Et donc, le nœud du problème, c'est toujours le consentement de la population et c'est encore plus le cas dans une guerre de domination mondiale parce que, il y a des frappes. Hein? Et par exemple, dans une guerre de domination mondiale, c'est pas juste genre, oh, la station électrique a été frappée, là, c'est pas ça. C'est Glasgow a été rasé, Glasgow, Nottingham, et puis Paris, Lyon sont en cendres. Et puis là, c'est comme, etc., etc. Puis il y a des opérations. Donc, c'est le consentement de la population. Donc, pour en arriver à être capable, allons-y logiquement, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Les gens n'ont pas une pensée stratégique puisque c'est comme les devoirs des enfants. J'ai été là-dedans moi aussi, c'est les couches, c'est comme merde, mon ticket de stationnement et tout. Mais dans la pensée stratégique, c'est ça. Il faut être capable de livrer une guerre, une troisième guerre mondiale. Le problème, c'est le consentement de la population. Et donc, être capable de délivrer sans retenue une guerre de domination mondiale. Pour être capable de faire ça, il faut affaiblir la société civile. Et ça ramène à ce que j'expliquais au début du web journal. C'est-à-dire qu'une guerre de domination mondiale n'est pas possible pour les forces atlantistes si la société civile est forte. Et là, ce que vous voyez depuis peut-être 20 ans surtout, là, c'est depuis le 11 septembre, on pourrait dire, c'est une prise de contrôle et un affaiblissement graduel, constant de la société civile. Et la mise en place ce que j'ai appelé les 4 piliers du mondialisme. Donc, une société civile vigoureuse va résister naturellement aux étapes nécessaires à l'établissement d'un nouvel ordre mondial. L'objectif numéro 1, dégrader et contrôler la société civile afin de contraindre les peuples dans la direction voulue. Comment tu fais pour affaiblir la société civile? Et c'est là que je dis, toutes les politiques de la zone atlantiste, ou presque toutes les politiques de la zone atlantique, vont dans le sens d'une dégradation de la société civile, que ce soit au niveau des politiques vertes, des politiques d'immigration, etc., la taxation, l'argent qui sort du pays, etc. On pompe littéralement des milliards de dollars, on s'endette pour envoyer ça dans des comptes de pays africains, des dictatures africaines, des pseudo-démocraties. On pompe l'argent des gens, puis vous voyez un peu où est-ce que parce qu'il n'y a aucun pays qui est comme réaliste au niveau des finances, de la sécurité, des frontières dans la zone atlantique. C'est le contraire en Asie. Mettons, moi, je regarde des vidéos des fois comme Corée, Singapour ou Taïwan. Tout est propre, tout est beau. Les transports comme Taïwan, c'est libre. Hein, c'est la Chine, mais sans le communisme. Et, ils sont partis de rien. Tu regardes Taïwan, il y a 50 ans, c'était rien. Puis là, tu regardes, c'est magnifique, c'est propre, c'est beau, etc. Mais ils sont justement pas dans des politiques de dégradation de la société civile. Ils prennent pas de migrants, ils ont pas des, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? L'élément, je vais finir ça rapidement parce que je veux pas. L'élément central, c'est de prendre le contrôle de l'État. Tu prends le contrôle de l'État de différentes façons, notamment par la dette. Un État endetté n'est plus maître chez lui, point. Et là, tu lui imposes des trucs. Tu prends aussi le contrôle de l'État avec les services de renseignement qui peuvent espionner, faire chanter les politiciens, des trucs comme Epstein, etc. Les médias aussi. Et les médias qui servent à mettre de la pression sur les politiciens qui déraillent, les faire démissionner, etc. Comme on l'a fait comme Israël a tenté de faire avec Charlie Kirk, comme ils ont fait avec moi et d'autres. Je ne veux pas me mettre au même niveau que Charlie Kirk. Ce gars-là est beaucoup plus de courage que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le travail des médias, c'est de créer des assassinats sociaux, là, assassiner quelqu'un médiatiquement, puis le faire disparaître. C'est comme ça qu'on fait dans une guerre de 5e génération. Donc, prendre le contrôle et rappelez-vous aussi, je veux juste refaire un clin d'œil à Mike Benz, qui expliquait de quelle façon l'OTAN s'est retourné contre la société civile et opérait, s'implique dans les élections. On voit ce qui se passe. Le Georgescu en Roumanie cette semaine s'est fait, je pense qu'il y a comme une poursuite contre lui, tentative de coup d'État, etc. L'utilisation des tribunaux, qui est le dernier bastion, j'ai fait un web journal là-dessus, le dernier bastion, les tribunaux pour contraindre ce qui reste de dissidence. Donc, le changement du rôle de l'OTAN qui se retourne contre les populations, s'ingère dans les élections, etc., pour sauver son emprise. Mais donc c'est ça, financer les médias, contrôler l'éducation et les enfants, et par exemple, des trucs comme imposer la vaccination, etc. Donc, pour contraindre la société civile, les forces mondialistes doivent prendre le contrôle de l'État. Hein? Parce que l'État est coercitif.
L'État permet d'embrigader les enfants, d'imposer la vaccination, etc. Donc, il est essentiel de prendre le contrôle de l'État. Et là, regardez toutes les politiques qui sont mises de l'avant, qui affaiblissent le tissu social, qui affaiblissent la société civile, etc. C'est délibéré. Tu peux pas me dire que ces gens-là sont... Il n'y a personne qui a demandé ça. C'est ça. Il ne faut pas me dire que le gouvernement est aussi imbécile. Ça, c'est une thèse aussi qu'on voit souvent. Là. Les politiciens sont imbéciles, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font ce qu'on leur dit. Le mariage gay, il n'y a personne qui l'a demandé. En 2015, etc. En France aussi, c'est imposé. Tu regardes l'agenda, les drag queens dans les écoles, il n'y a personne qui a demandé ça. Les politiques vertes, là, genre... l'interdiction des voitures à essence en 2000, il n'y a personne qui a demandé ça. Zéro, la population est contre. L'immigration de masse, il n'y a personne qui a demandé ça. Mais pourquoi ils font ça? Hein, parce que nos politiciens se rendent dans les forums internationaux et là, on les embrigade dans l'idéologie mondialiste et on les fait chanter ou on leur donne des pots de vin, on les acoquine, ils reçoivent des rétrocommissions, puis là, ils retournent dans nos pays, puis au lieu d'être nos représentants, ils sont les représentants des forces internationales et transforment complètement nos vies sans qu'on ait aucun mot à dire. Donc, les politiques vertes, je l'ai déjà expliqué, permettent la réduction et le contrôle de l'énergie de la population. Si tu veux, par exemple, n'importe quel organisme vivant, si tu lui donnes de l'énergie, il va croître. Si tu réduis son énergie, tu vas limiter sa croissance. Et donc, tu ne veux pas que la société civile... c'est la même chose avec l'argent, c'est-à-dire si tu réduis l'argent de quelqu'un, il peut de moins en moins opérer, alors que s'il y a beaucoup d'argent, il peut faire plein de choses. C'est la même chose avec l'énergie. Donc, en contrôlant le CO2, tu contrôles déjà le système bancaire, mais en contrôlant avec les politiques carbone, le niveau d'énergie qui est consommé par la population avec des compteurs électriques, le Linky en France et tout ça, qui peuvent fermer ton électricité quand ils veulent et tout ça, puis tu es obligé, des journées sans voiture, et tu contrôles le développement, le potentiel et l'émancipation d'une population. Et c'est pour ça que ça a été mis en place, c'est pas pour sauver la planète. OK? Même chose avec les politiques trans, les drag queens dans les écoles, le transgenrisme, rappelez-vous, le backlash de Bud Light avec ce trans qui se faisait passer pour whatever, qui a fait ces annonces-là, et tout le programme d'éducation à la sexualité et tout. Donc, j'en ai parlé encore brièvement. L'objectif, c'est de détruire la famille traditionnelle qui est le pilier central de la civilisation. Toutes les civilisations humaines, c'est parents-enfants, hommes-femmes, parents-enfants, c'est le code de l'humanité. Je pense que c'est Lucien Cerise qui disait ça. Comment je pourrais dire? L'axe parent-enfant, homme-femme, parent-enfant. Et là, quand tu détruis homme-femme, parent-enfant, eh bien, c'est ça, tu détruis la famille et donc, les êtres humains deviennent manipulables. Parce que pour les mondialistes, ils ont non seulement besoin d'avoir un système technocratique capable de livrer une guerre, mais ils ont aussi besoin d'avoir un nouveau type d'être humain, hein, une nouvelle humanité, un humain beaucoup plus malléable, contrôlable, qu'on peut breveter, qui ne s'opposera pas, par exemple, au brevetage de l'ADN. Tu sais, c'est comme, si tu n'as pas beaucoup d'identité, si tu n'es pas capable, comme j'expliquais la semaine dernière, de faire si tu n'as pas de capacité de discrimination, de hiérarchisation, tu es dans la penchée gauchiste, etc., puis que tout le monde est un nazi là, qui ne pense pas comme toi, dès que quelqu'un qui... Tu sais, si tu veux faire passer une mesure là, pour un gauchiste, tu dis genre, par exemple, la compagnie X, là, Tyrell Corporation, comme dans Blade Runner, là, Tyrell Corporation produit des êtres humains synthétiques avec de l'ADN, mais ils sont tous LGBTQ. Mais évidemment qu'ils vont tous être LGBTQ puisque tu ne veux pas qu'ils se reproduisent, tes hommes. Tu veux toi-même les produire. Tu veux prendre le contrôle sur la reproduction. Tu veux pas que genre, un homme puis une femme se mélangent ensemble puis aient des enfants indépendamment de ton contrôle quand même. Et donc, tu veux contrôler l'ensemble du processus. C'est comme les souris, là. Tu veux, tu veux, c'est comme les souris dans, tu veux pas qu'il y ait de la reproduction incontrôlée, là. Tu veux que toi-même les produire, avec les gènes que tu veux, puis tu veux des êtres humains contrôlés en laboratoire. Donc, pour faire passer ça sur la gauche, qui sont pas capables de réfléchir puis de voir plus loin que le bout de leur nez, tu leur dis, c'est des LGBTQ. De toute façon, les clones, les réplicants qu'on fait, c'est des LGBTQ. Ah oui, on est rendu progressiste là maintenant. C'est toujours comme ça, là, ils ne comprennent pas comment ils se font arnaquer par le capital. Ils pensent combattre les antifrex, pensent combattre le capital. Finalement,
comme l'immigration, l'armée de réserve du capital. Donc, et tout ça, ça amène à ce que j'expliquais la semaine dernière, détruire la grammaire sociale, détruire la capacité de comprendre et de penser, la capacité de raisonnement, et ça valorise la pulsion, etc. C'est pour ça qu'on envoie, c'est ça, c'est l'éducation à la sexualité dans les écoles extérieures. Détruire la masculinité. Ce que ça fait, ça, c'est que ça détruit la masculinité, parce que la masculinité est plus tranchante. Tu sais, il y a plus de... Alors que la féminité est plus floue, la masculinité est plus oui-non. Les femmes sont plus peut-être moins sévères, moins autoritaires par définition, parce qu'elles ont moins de testostérone. Je pourrais comme élaborer là-dessus, là, mais l'idée, c'est évidemment de détruire la masculinité, parce que si tu es un petit groupe de personnages qui veut soudoyer, affaiblir la société civile, prendre le contrôle, etc., ce que tu redoutes le plus, c'est les autres hommes dans la société qui pourraient se lever, parce que de toute l'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est les hommes, à un moment donné, en ont assez, et puis prennent des fourches et des torches et montent contre le château. Et donc, tu veux pas ça, et donc tu veux détruire la masculinité, et tu t'arranges pour que les hommes n'aient plus aucune testostérone. Hein, tu t'arranges pour que ce soit très fashionable d'être comme une espèce de... Ça, là. Je ne vais pas dire un mot qui pourrait m'amener devant les tribunaux. Une patente comme ça, là, comme on dit au Québec. Et donc, et puis tout ça, donc tu détruis la masculinité parce que tu ne veux pas de testostérone, parce que tu ne veux pas de compétition, hein, de la part des autres hommes dans la société. Et tout ça va dans le sens de ce que j'expliquais aussi, le parricide qui détruit le père dans la société occidentale, qui fait en sorte que le langage de la pensée régresse pour les raisons que j'ai expliquées la semaine dernière. Mais le père, c'est lui qui met les limites. Et à partir du moment où est-ce que tu veux baphémotiser la société, c'est-à-dire mélanger la distinction entre l'homme et la femme, comme Baphomet, l'animal et l'être humain, etc., tu veux confondre les limites, tu as besoin de faire sauter celui qui est le gardien de la limite et du non dans la société. Celui qui dit non, l'autorité, celui qui dit non. Et ça, c'est le père, la figure du père, l'archétype du père. Donc, tu fais sauter le père et là, tu peux baphémotiser la société parce qu'il n'y a plus de gardien de la limite, il n'y a plus de gardien des frontières. Si tu veux faire rentrer des centaines de millions de migrants en Occident, évidemment, il faut que tu te débarrasses des hommes, parce que les hommes vont dire non. Normalement, malgré les Tommy Robinson, généralement, les hommes ont été pas mal, ont eu peur de se faire traiter de tous les noms et donc sont restés assis sur leur canapé à regarder Netflix pendant qu'on faisait rentrer des centaines de millions de personnes, des centaines de milliers, disons, soyons réalistes, là, des millions et des millions et des dizaines de millions de personnes en Occident. Donc, l'ouverture des frontières qui est aussi un des autres aspects de ça. Donc, ouverture des frontières qui crée de l'insécurité, de la surveillance et de la censure, au lieu d'avoir une société homogène, comme par exemple au Japon ou en Corée ou à Singapour ou à Taïwan ou n'importe où il n'y a pas d'insécurité, tu voyages dans ces pays-là, tu regardes les vidéos, c'est comme quelqu'un échappe quelque chose à terre, l'autre personne la ramasse puis lui donne, il y a comme une espèce de cohésion sociale qu'on a complètement détruit ici. Et là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'insécurité. Ça fait en sorte que, comme en Angleterre, l'État prend le contrôle de tout. Tu as une espèce de Big Brother qui met des caméras partout, qui surveille toutes les posts Facebook, etc. Donc, c'est une justification pour la censure, le contrôle social, etc. Tu as besoin des migrants pour mettre des caméras partout parce que tu veux de l'insécurité. Je l'ai expliqué au moins une centaine de reprises. C'est totalement voulu. C'est pour ça qu'il n'y a aucun... qu'il n'y a aucun peuple qui l'a demandé, mais il n'y a aucun politicien qui arrête parce que c'est pas les peuples ne contrôlent pas les politiciens. Donc, je m'excuse, j'ai comme quelque chose dans le fond de la gorge, là. J'ai comme mal dormi. Et donc, ça aussi, c'est souhaitable pour non seulement créer de l'insécurité, de la surveillance et de la censure, mais aussi détruire la cohésion sociale, pour diviser, pour régner, pour balkaniser la société. Hein. C'est comme balkaniser, ça vient du mot, ça vient des Balkans. Il y a plein de petits groupes comme ça qui antagonisent les uns avec les autres, que tu peux faire chanter, donner des avantages à un, etc. Puis, et qui sont tellement différents finalement qu'il n'y a personne qui est capable de s'unir pour faire face au pouvoir central. Hein? Donc, diviser pour régner, destruction de la mémoire et de la filiation aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais rentrer des millions et des millions de migrants, puis tu contrôles le système scolaire, etc., puis tu n'enseignes plus l'histoire de la civilisation occidentale, les grandes figures, etc., parce que tu veux être inclusif, là, tu sais, eh bien, tu produis des jeunes sans racines et sans identité. Un jeune sans racines
Et sans identité, il ne sait pas trop s'il est un homme ou une femme, s'il est québécois, africano-australien, là, il ne sait plus, là, tout est comme confus. Ben, ce sont des, évidemment, c'est facile à manipuler. À partir du moment où tu as une identité forte, tu dis, je suis par exemple, un homme noir ou, bien dans mes bottes, je suis chez nous, je suis enraciné ici et personne. Ça c'est difficile à tasser, à faire bouger, là, tu sais. Quand tu es enraciné puis bien dans ton identité, quelle que soit l'identité, là, je ne sais pas de parler d'Européen ou quoi que ce soit, là, mais quelle que soit l'identité, à partir du moment où tu es enraciné puis tu es comme solide dans ton identité, c'est difficile pour les mondialistes de te faire bouger. Tu n'es pas fluide, tu es solide. Et les mondialistes, ce que les mondialistes veulent, ce sont des êtres fluides, facilement manipulables, qui n'ont pas d'identité forte, etc. Parce que ce que tu veux produire, c'est ça, c'est un homme nouveau, remplaçable, achetable, qui va aller avec la nouvelle tendance, avec la nouvelle mode du moment, qui va finalement, éventuellement, comme on dit, remplaçable parce que c'est une étape avant la production d'êtres humains brevetés. La production, la captation de la reproduction par les sociétés privées. C'est ça l'enjeu ici, la captation. Et donc, pour y arriver, tu dois détruire la société, tu dois détruire la société. Imagine, tu fais la guerre, tu fais une guerre, là, puis tu es capable de produire tes propres humains. Tu te fous des pertes, là. À partir du moment où l'ADN est breveté, tes citoyens esclaves sont immunisés contre un certain niveau de radiation parce que tu as modifié l'ADN, puis ils sont capables de ci, de ça. Tu es capable de créer des villes et des environnements qui résistent aux frappes ennemies ou tu enlèves le facteur de la peur. Tu désactives le gène de la peur chez tes employés esclaves que tu as produit, ta corporation, là, ben, ils vont travailler quand même sous les bombes. C'est ça que tu veux finalement. Tu veux des humains contrôlables. Ça se fait. Mais pour ça, il faut avilir la société civile, il faut détruire la civilisation graduellement. Ça se fait aussi avec Big Pharma, l'alimentation, tous les poisons. Ils savaient pertinemment que c'était des poisons. Les phtalates, toutes sortes, tous les produits qui produisent des mutations génétiques qu'ils ont laissées dans les cannes de conserve, qu'ils ont laissées dans les plastiques, les disrupteurs d'hormones, tous les additifs mauvais qu'ils ont laissés, que RFK est en train de purger là-bas aux États-Unis, ils les ont laissés sciemment. Ça a été expliqué, encore une fois, Claire Séverac, le complot mondial contre la santé, l'alliance entre les géants de Big Pharma et Big Agro, l'alimentaire, il y a eu une fusion, puis c'est de la merde qui nous injecte de la merde, comme le dit Trump, avec du timérosol. Ils savent que le timérosol, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, là, timorésol, ouais. C'est du mercure. Ils savent que c'est du poison. Ils l'ont laissé dedans. Ben oui, est-ce que c'est, il faut vraiment leur mettre le nez dans le caca pour qu'ils l'admettent finalement. Et puis, ça se passe à coups de bataille au Congrès avec des congressistes achetés et tout. C'est très difficile, même si c'est évident que c'est de la merde. Fait que là, tout ça, c'est une autre façon d'avilir la société par la santé. La santé qui n'est plus là. Tu regardes aux États-Unis, 70% des Américains sont obèses ou avec des problèmes de santé chronique, des maladies chroniques, etc. C'est complètement comparé à genre 10-15% il y a 50 ans. Ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, là? Hein? Donc, c'est ça. Finalement, on va wrapper ça ici. Ça fait 1 heure. Donc, finalement, pour arriver à leur nouvel ordre mondial, être capable de mener une troisième guerre mondiale contre des puissances opposées, la Chine, la Russie ou quelle qu'elle soit, l'alliance entre les deux, l'alliance sino-russe contre les forces atlantistes, pour la domination mondiale, qui est le but final de tout ça. En fin de compte, c'est le Grand Prix. Hein, ça a toujours été ça. Le Grand Prix, c'est... Donc, pour contraindre les peuples et mettre en place un système capable de conduire une guerre de domination mondiale, il faut réduire l'accès à l'énergie, couper les communications internes avec la censure, la prise de contrôle de tous les canaux de communication, Facebook, YouTube, etc., stériliser et confondre la pensée, on a expliqué ça, briser la cohésion sociale et diviser, affaiblir la vitalité avec l'alimentation, les vaccins, etc. Bon, et ça se fait en prenant contrôle de l'appareil d'État qui permet d'instaurer une technocratie militaire à terme, là, en appliquant tout ça comme un broyeur pendant des années, là, des décennies. Ça se fait tranquillement. Ils sont patients, ces gens-là. Finalement, tu arrives à la fin avec une société civile qui n'a plus aucune vitalité, qui est brisée psychologiquement, une société civile qui n'ose même plus contester. Puis là, tu parles des gens, ça sert à quoi?
Ils ont plus d'énergie, ils ont plus d'énergie cellulaire, comme on disait dans un autre web journal. Ils ont pas de drive, ils n'ont pas de motivation, ils vivent à la semaine, de chèque de paye en chèque de paye, ils sont endettés, ils peuvent rien faire. S'ils lèvent la voix contre quelque chose, ils perdent leur travail, ils se font renvoyer les médias leur font une tête à pleine page de journaux. Finalement, c'est ça. C'est l'affaiblissement complet de l'être humain. On est passé de personnes libres. On pensait qu'on était libre et qu'on avait des droits et tout, qu'on avait une société civile forte. On avait battu le système communiste. Rappelez-vous, c'était quoi, là? À la chute du mur de Berlin, c'était le triomphe de la liberté et de la liberté de marché et tout ça. Mais finalement, tout ça a été capté 3 décennies plus tard, presque 35 ans plus tard, ben c'est ça, réduire l'accès à l'énergie avec les politiques vertes, on coupe les communications, censure sur les réseaux sociaux, les médias qui nous attaquent, et stérilisation de la pensée, confondre réduction avec les trucs transgenres, stérilisés, briser la cohésion et diviser avec l'immigration de masse. C'était pas là en 1990, en 91, quand on a gagné la guerre contre l'Union soviétique. Ça a été mis progressivement en place. Et c'est des stratégies trotskistes, gramsciennes, on pourrait dire, si vous connaissez le mouvement révolutionnaire mondial. Et là, après ça, affaiblir la vitalité par l'alimentation, les vaccins, entre guillemets, les mauvais vaccins. Je veux dire, comme Trump a eu sûrement des bons vaccins, etc. D'autres personnes dans les commentaires disent non, il n'y a pas de bons vaccins. Mais l'idée même d'un vaccin est comme pas mauvaise. C'est-à-dire, rappelez-vous, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, il y a comme les Amérindiens n'étaient pas habitués au virus européen. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire, là, je ne suis jamais allé au fond de ça, mais selon l'histoire officielle, il y a des millions d'Amérindiens qui sont morts de maladies européennes. Les gens nous disent souvent, les Européens ont massacré. Oui, mais non, en fait. Oui, dans certains cas, aux États-Unis, il y a eu des vrais massacres, mais les Français ont été exemplaires, entre autres, en Amérique du Nord. Là. Les Français ont été exemplaires, je pense bien. Il y a une vidéo là-dessus. Les Français invitaient les chefs amérindiens en France à aller voir le roi. Ils étaient reçus à Versailles et tout. Il y avait des traités d'alliance. On était considérés comme des frères. Et puis, ça n'a pas du tout été la même chose que les conquistadors. Là. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Les Indiens sont morts, des Amérindiens sont morts, des millions d'entre eux sont morts de virus parce qu'ils n'étaient pas habitués au virus européen. L'idée d'introduire une petite partie de virus mort pour que le corps se dise c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et puis, OK, puis là, tu produis de la défense contre ce truc-là inoffensif, là, parce que tu le reconnais. Ben, c'est pas une mauvaise idée en soi, ça. Admettons-le, là, c'est pas une mauvaise idée en soi. C'est la même chose avec les idées, hein? C'est-à-dire que ça fonctionne dans la biologie, mais c'est la même chose avec les idées. C'est-à-dire que quand tu sors une nouvelle affaire à quelqu'un, généralement, la réaction, c'est non, non, non. Et puis, alors que si tu sors, tu y vas tranquillement, tu y vas avec une petite idée, généralement, il y a comme la cognition produit. J'ai utilisé l'analogie, je l'utilise mal ici, là, mais j'ai utilisé l'analogie, par exemple, avec la pandémie. J'ai dit que le camp Trump nous avait vaccinés contre la prise de contrôle sanitaire parce qu'ils nous ont montré c'était quoi le plan mondialiste avec la crise de contrôle sanitaire. Là, la crise de contrôle sanitaire, ça a du sens. Ils nous ont montré... c'était quoi? Et ils nous ont permis de sortir de ça rapidement et de sorte que maintenant, on est immunisé contre une crise de contrôle sanitaire. Quand ça va revenir, là, on ne sera plus juste 3% de la population au début. On va être 20%, puis les gens ne pourront pas répéter les mêmes choses parce qu'on a été immunisé socialement contre cette tentative-là. Et donc, ils vont devoir trouver quelque chose d'autre. Mais je pense que leur temps, ils arrivent à terme, là. Mais c'est le même. J'avais dit à l'époque, j'avais utilisé l'analogie du vaccin. On a été inoculés face à ça. Des fois, on nous propose genre une petite idée. On nous montre un peu ce que le camp d'en face va faire. On lève un peu le rideau. Puis là, on voit l'ensemble. Puis là, on commence à se préparer, etc. De sorte que
On est immunisé contre l'idée principale. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est le même truc avec les vaccins. Et donc, en tout cas, l'idée même n'est pas mauvaise. Dans la réalité, c'est quoi? C'est les compagnies pharmaceutiques qui sont là pour faire du profit et puis qui cachent les études et qui ne vont pas dans le sens de... Comme on va en parler mercredi prochain, probablement mercredi ou jeudi, on va faire un truc RFK, justement, avec cette étude de l'Institut Ford, justement, sur les vaccins qui montre les effets dévastateurs des vaccins. On va en parler mercredi prochain ou jeudi. Je m'excuse, c'est tellement pas comme classique je ne sais pas si vous m'entendez renifler dans le micro. Là, je suis désolé, je suis désolé. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Et donc, c'est ça, finalement, l'objectif, c'est d'arriver à une technocratie. L'objectif, c'est d'arriver à une technocratie militaire, hein, où la société civile n'a plus son mot à dire. Ce sont juste les experts qui parlent. Ce sont juste les experts, les technocrates et les gens en haut dans le système qui prennent tous les contrôles, toutes les décisions. Une société civile complètement avilie, qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de communication, qui est stérilisée, qui n'est plus capable de réfléchir, qui est divisée entre elles complètement dans l'incohérence sociale et qui n'a plus de vitalité à cause de son alimentation et des médicaments qu'elle prend. Pourquoi voudrait-on, pourquoi les gouvernements iraient tous dans ce sens-là, dans la zone atlantiste? Pourquoi on irait tous dans ce sens-là? La direction, c'est l'affaiblissement de la société civile, la sortie de l'histoire de la société civile. C'est pas juste l'affaiblissement, c'est qu'on est en train de neutraliser complètement le concept même de société civile, et parce qu'on veut le remplacer par des formes qui sont probantes, qui sont facilitatrices pour une prise de contrôle technocratique militaire capable de mener une guerre de domination mondiale contre quelque compétiteur que ce soit. Le prix, c'est la domination mondiale. Okay? Ça a toujours été ça depuis Alexandre le Grand. OK, voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Un petit web journal. On va en refaire un deuxième pour les gens qui sont déçus de ne pas avoir eu le web journal sur RFK. On va faire ça. On va faire un deuxième cette semaine, promis. Voilà. Alors, on sollicite votre appui encore une fois. Vous savez comment le faire. On laisse les coordonnées en dessous de la vidéo, généralement, par la poste, par Interac, par carte, PayPal, etc., Bitcoin et tout ça. Et donc, si vous préférez l'information qui a du contenu, qui a des éléments de réflexion intéressants, qui est stimulante, qui est délicieuse, qui n'est pas comme une boîte de carton vide, comme l'information médiatique, eh bien, il y a Radio-Québec. Il y en a d'autres aussi. Hein? Il y a d'autres... il y a des personnes qui écoutent Radio-Québec, qui donnent ailleurs, etc. Il y a des personnes qui... mais on ne peut pas continuer sans l'appui des auditeurs de Radio-Québec. Beaucoup des gens qui arrêtent le disent. Hein, on n'a pas d'appui et donc c'est tellement lourd à continuer, c'est tellement de travail, c'est tellement on s'affaiblit avec le temps. Nous autres, on a la chance d'avoir au moins un noyau qui nous appuie comme régulièrement. Ça monte, ça descend et donc on fait des appels aux dons à intervalles réguliers. On le fait toujours à la fin du web journal. On devrait faire ça au début. On devrait faire des web journaux où est-ce que c'est juste du financement? Tu sais, des télétons. On devrait faire le téléthon de Radio-Québec. Ça serait fantastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Le téléthon de Radio-Québec. Un 24 heures, là. Je sais pas. Essayons de ne pas en arriver là. Vous savez comment nous aider. Voilà. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi ou jeudi pour l'édition RFK du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang.